Une histoire populaire des États-Unis, de 1492 à nos jours, de Howard Zinn. Chapitre 6. Les opprimés domestiques. On peut, à la lecture des récits historiques officiels, ignorer totalement la moitié de la population des États-Unis. Les explorateurs étaient des hommes, les propriétaires terriens et les négociants étaient des hommes, les personnalités politiques et les chefs militaires également. L'invisibilité même des femmes, le fait de ne pas tenir compte de leur présence, est le signe criant de leur statut d'infériorité. Cette invisibilité les apparente en quelque sorte aux esclaves noirs, les esclaves femmes subissant donc une double oppression. Les particularités biologiques de la femme, au même titre que la couleur de peau, les caractéristiques physiques du visage des noirs, offraient un argument pour la traiter en inférieure. Bien sûr, les femmes présentaient une spécificité biologique d'une plus grande importance pratique que la couleur de la peau. Elles enfantent. Cela ne suffit pas, néanmoins, à expliquer la situation subalterne de toutes les femmes dans la société, y compris celles qui n'avaient pas d'enfants ou étaient soit trop jeunes, soit trop âgées pour cela. Il semble que leur spécificité physique ait présenté un intérêt pratique pour les hommes, qui pouvaient ainsi utiliser, exploiter et chérir quelqu'un qui était à la fois une domestique, une partenaire sexuelle, une compagne et, concernant leurs enfants, en même temps une mère, une éducatrice et une gouvernante. Les sociétés fondées sur la propriété privée et la compétition, pour lesquelles la famille monogame fait figure d'unité fonctionnelle dans l'organisation du travail comme dans l'organisation sociale, ont jugé fort utile d'attribuer ce statut spécial aux femmes. La femme est alors une sorte d'esclave domestique au carrefour de l'intimité et de l'oppression, qui pourtant, en raison de cette intimité et des liens qui l'attachent durablement aux enfants, est l'objet d'un paternalisme spécifique susceptible, en fonction du rapport de force, de tendre vers une certaine égalité. Une oppression si intime qu'elle se révélera très difficile à déraciner. Dans les sociétés plus anciennes, en Amérique ou ailleurs, la propriété était plus ou moins collective et les relations familiales, aussi étendues que complexes, les oncles, tantes et grands-parents vivant avec la famille. Ces sociétés semblent avoir traité les femmes de façon plus équitable que les sociétés blanches qui allaient plus tard les envahir et leur apporter, avec la civilisation, la notion de propriété privée. Chez les tribus Zunis du sud-ouest américain, par exemple, la famille élargie, en réalité des clans assez vastes, reposait sur la femme dans la famille de laquelle le mari venait s'installer. Les femmes étaient censées posséder les maisons et les terres appartenant au clan. Les femmes et les hommes avaient un droit égal sur les biens produits et la situation de la femme était mieux assurée puisqu'elle vivait dans sa propre famille et était autorisée à divorcer dès qu'elle le souhaitait, tout en conservant ses biens. Les femmes des tribus indiennes des plaines du Midwest ne participaient pas aux tâches agricoles, mais tenaient néanmoins une place essentielle en tant que guérisseuses, herboristes et même, parfois, en tant que personnes sacrées qui donnaient des conseils. Lorsque les clans perdaient leur chef homme, les femmes pouvaient être amenées à le remplacer. Elles apprenaient à tirer avec de petits arcs et portaient également des poignards, car chez les Sioux, une femme devait pouvoir se défendre elle-même contre les agressions. Chez les Sioux, toujours, le rituel marquant la puberté était conçu de manière à remplir la jeune femme de fierté. Suis la bonne route, ma fille, et les troupeaux de bisons sombres et vastes comme l'ombre des nuages sur la prairie te suivront. Sois consciencieuse, respectueuse, aimable et modeste, ma fille, et marche fièrement. Si les femmes perdent leur fierté et leur vertu, le printemps reviendra, mais l'herbe recouvrira les traces des bisons. Sois forte, comme le cœur vaillant et fort de la terre. Un peuple ne disparaît que si ses femmes sont faibles et déshonorées. Il serait bien entendu exagéré de prétendre que les femmes indiennes étaient traitées sur un pied d'égalité avec les hommes, mais elles inspiraient le respect, et la nature communautaire des sociétés indiennes leur conférait une place plus importante que dans les sociétés blanches. Les conditions dans lesquelles les colons blancs arrivèrent en Amérique créèrent une diversité de situations pour les femmes. Dans les premières plantations, constituées presque exclusivement d'hommes, les femmes étaient importées comme esclaves sexuelles, comme compagnes et pour enfanter. Ouverture d'une parenthèse, les premières plantations
sont le nom donné à l'origine aux colonies. Fermeture de la parenthèse. En 1619, année de l'arrivée des premiers esclaves noirs en Virginie, 90 femmes débarquèrent également à Jamestown. De jeunes personnes agréables et pures, vendues avec leur consentement comme épouses aux colons pour prix de leur traversée. De nombreuses autres femmes, des adolescentes le plus souvent, arrivèrent dans les premières années en tant que servantes sous contrat. Elles vivaient dans des conditions proches de l'esclavage, si ce n'est que leur service avait un terme. Elles étaient tenues d'obéir à leurs maîtres et maîtresses. Les auteurs de America's Working Women, Baxandall, Gordon et Reverby, nous apprennent qu'elles étaient peu payées et bien souvent traitées assez durement, manquant de nourriture saine et d'intimité. Ces terribles conditions de vie provoquèrent parfois certaines résistances. Mais vivant dans des familles différentes et sans grand contact avec leurs semblables, leur résistance ne pouvait être que passive. Chercher à en faire aussi peu que possible et créer quelques difficultés à leurs maîtres et maîtresses. Ces derniers, bien sûr, ne l'interprétaient pas ainsi et considéraient le comportement de leurs domestiques comme de la paresse, de la mauvaise volonté, de la stupidité et comme le signe d'un caractère obtus. En 1645, par exemple, la Cour générale du Connecticut condamne une certaine Suzanne C. En raison de son comportement rebelle vis-à-vis de sa maîtresse, à être envoyée en maison de correction et astreinte à un travail pénible et à un régime alimentaire sévère. Ensuite, elle sera publiquement châtiée lors du prochain serment et chaque semaine jusqu'à ce que soit donné l'ordre de mettre fin à la punition. Les abus sexuels des maîtres sur la personne de leurs domestiques femmes se firent de plus en plus fréquents. Les archives judiciaires de Virginie et d'autres colonies font état de plusieurs maîtres accusés de ce délit. Ces quelques cas devaient être particulièrement flagrants, et on est en droit de penser qu'en de très nombreuses occasions ces crimes n'ont jamais été rendus publics. En 1756, Elizabeth Spriggs se plaint dans une lettre adressée à son père. « Ce que nous, infortunés britanniques, souffrons ici est impossible à concevoir pour vous en Angleterre. Il suffit de dire que je suis au nombre de ces malheureuses et trime pratiquement jour et nuit dans les écuries le plus souvent et dans des conditions insupportables. Parfois, je suis attaché, fouetté, comme ne le serait pas même un animal. Presque rien à manger que du maïs indien et du sel, et même ça, on nous le chipote. Les nègres sont mieux traités. On est presque nus, sans chaussures ni bas. Quand on peut se reposer, on s'enroule dans la couverture et on s'allonge à même le sol. » Tout ce que l'on peut imaginer sur les transports des esclaves noirs vers l'Amérique devait être plus terrible encore pour les femmes noires, qui constituaient souvent un tiers de la cargaison. Un marchand d'esclaves témoigne. « J'ai vu des femmes donner la vie à leurs bébés, enchaînés à des cadavres que nos surveillants, complètement ivres, n'avaient pas dégagés. Serrées les unes contre les autres, elles donnaient souvent naissance à leurs enfants dans la puanteur étouffante de la cargaison humaine. À bord, il y avait également une jeune négresse enchaînée au pont qui avait perdu la raison juste après avoir été achetée et embarquée. » Linda Brent, une esclave évadée, évoque un autre genre de fardeau. « J'entrais alors dans ma 15e année, triste période dans la vie d'un esclave. Mon maître commença à me dire des mots crus à l'oreille. Même jeune comme je l'étais, je ne pouvais pas ne pas comprendre de quoi il s'agissait. Mon maître était toujours dans mes jambes, me rappelant que je lui appartenais, et jurant sur le ciel et la terre qu'il m'obligerait à me soumettre à lui. Si je sortais pour respirer un peu d'air frais après une journée de travail harassant, le bruit de ses pas me poursuivait. Si je m'agenouillais sur la tombe de ma mère, même là, son ombre noire me tombait dessus. Le cœur léger que la nature m'avait accordé devint lourd et gros de tristes pressentiments. » Même les femmes blanches libres, qui n'étaient pas arrivées comme servantes ou esclaves, mais comme épouses des premiers colons, menaient une vie particulièrement dure. 18 femmes mariées étaient arrivées avec le Mayflower à l'automne 1620. 3 d'entre elles étaient enceintes, dont une accoucha d'un enfant mort-né avant d'arriver en vue de la terre. Les maternités et les maladies frappèrent durement ces femmes. Au printemps 1621, seules 4 de ces 18 femmes vivaient encore. Celles qui survécurent et participèrent, aux côtés de leurs maris, à l'organisation de l'existence dans ces contrées sauvages, étaient traitées avec respect tant on en avait besoin. Lorsque les hommes mouraient, les femmes reprenaient souvent leur travail. Pendant un peu plus d'un siècle, hommes et femmes vivant sur la frontière américaine parurent vivre dans une certaine égalité de conditions.
Mais toutes ces femmes restaient victimes des préjugés importés d'Angleterre avec les premiers colons, marqués par une éducation chrétienne. La loi anglaise en ce domaine était résumée dans un document datant de 1632 et intitulé « Décret législatif sur les droits des femmes ». On peut y dire que, dans cette union que nous appelons les liens du mariage, il est question d'un lien entre les deux individus. Il est vrai que le mari et la femme sont une seule et même personne. Mais il faut bien comprendre en quel sens. Lorsqu'un ruisseau ou une rivière rejoignent le Rhône, la Tamise ou l'estuaire du Humber, le mince filet d'eau perd son nom. Aussitôt qu'une femme est mariée, on dit qu'elle est covert, c'est-à-dire comme voilée. En quelque sorte, elle est en retrait, dominée. Elle a perdu son courant propre. Je pourrais, pour mieux me faire comprendre, déclarer à la femme que son nouveau soi est son supérieur, son compagnon, son maître. Julia Spruill décrit en ces termes la situation légale de la femme à l'époque coloniale. Le droit du mari sur la personne de sa femme va jusqu'au châtiment, mais il n'est pas autorisé à lui infliger des sévices continuels ou à la tuer. Concernant la propriété, outre la possession absolue des biens personnels de sa femme comme des terres qu'elle pourrait posséder, le mari entre en possession de tous les revenus qu'elle pourrait recevoir. C'est à lui que revient le fruit de son travail. Il en découle naturellement que tout le fruit de leur travail conjoint appartient au mari. Pour une femme, donner naissance à un enfant hors des liens du mariage était considéré comme un crime. Les archives des tribunaux coloniaux sont remplies de cas de femmes accusées de bâtardisation, le père de l'enfant, lui, ne tombant pas sous le coup de la loi. Une publication périodique de 1747 reproduit le discours de Mademoiselle Polly devant la cour de justice de Connecticut près de Boston, en Nouvelle-Angleterre, où elle comparaissait pour la 5e fois pour avoir donné naissance à un bâtard. Ce discours devait tout à l'imagination caustique de Benjamin Franklin. Plaira-t-il à l'honorable cour de me laisser m'expliquer en quelques mots? Je suis une pauvre et malheureuse femme qui n'a pas d'argent pour se payer des avocats pour plaider pour moi. C'est la 5e fois, mes gentilshommes, que je suis traîné devant votre tribunal pour le même prétexte. 2 fois j'ai dû payer de lourdes amendes, et 2 fois j'ai subi une punition publique parce que je n'avais pas l'argent pour payer ces amendes. Cela peut convenir à la loi et je n'en discute pas. Mais puisque certaines lois sont parfois peu raisonnables en elles-mêmes et donc peuvent être abolies, et que d'autres frappent trop durement certains cas particuliers, je prendrai la liberté de dire que je pense que cette loi, au nom de laquelle on me punit, est déraisonnable en elle-même et particulièrement sévère à mon encontre. Je n'arrive pas à concevoir la nature de mon crime. J'ai mis au monde 5 beaux enfants au péril de ma vie. Par mon seul travail, je les conserve en bonne santé, sans rien devoir à la municipalité, et j'aurais pu faire mieux s'il n'y avait pas eu ces lourdes amendes à payer. En outre, personne n'a la moindre raison de se plaindre de moi, sinon peut-être ces messieurs de la justice parce que, comme j'ai eu des enfants sans être marié, ils ne peuvent pas toucher la taxe sur les mariages. Mais est-ce que c'est ma faute à moi ? Que peuvent faire ces pauvres jeunes femmes dont il n'est pas dans la nature et à qui les coutumes interdisent de solliciter les hommes et qui ne peuvent pas néanmoins forcer les hommes à les épouser quand la loi ne s'occupe pas de leur trouver un mari mais les punit sévèrement si elles font leur devoir sans eux. Ce devoir que nous impose le premier, le plus grand des commandements de la nature que nous ait donné Dieu, croissez et multipliez. Un devoir de l'accomplissement duquel rien n'a jamais pu me détourner, mais à cause duquel j'ai pris le risque de perdre l'estime de tous et endurer régulièrement l'opprobre général et les châtiments publics. D'ailleurs, à mon humble avis, au lieu de m'administrer des coups de fouet, on devrait ériger un monument à ma mémoire. Le statut paternel au sein de la famille était ainsi décrit dans The Spectator, un journal aussi influent en Amérique qu'en Angleterre. Rien ne peut mieux satisfaire un homme que le pouvoir ou la domination et, en tant que père de famille, je passe mon temps à donner des ordres, à distribuer des tâches, à entendre les différentes parties, à administrer la justice et à distribuer des récompenses et des punitions. En bref, monsieur, je veille sur ma famille en une sorte de souveraineté patriarcale dont je suis à la fois le roi et le grand prêtre. Il est dès lors
peu surprenant que la très puritaine Nouvelle-Angleterre ait maintenu cette sujétion de la femme. Lors du procès d'une femme qui comparaissait pour avoir osé se plaindre du travail qu'un charpentier avait fait pour elle, l'un des plus influents religieux de Boston, le révérend John Cotton, s'emportait. Que le mari doive obéir à sa femme et non la femme à son mari est une opinion parfaitement mensongère, car Dieu fit peser une toute autre loi sur les femmes. Épouse, soumets-toi à ton mari en toutes choses. L'un des plus célèbres manuels de savoir-vivre, publié à Londres, connut une large diffusion dans les colonies américaines au XVIIIe siècle. Advice to a daughter s'adressait ainsi aux jeunes filles. Vous devez d'abord accepter ce principe fondamental et général que les sexes ne sont pas égaux et que pour une meilleure économie des affaires du monde, les hommes destinés à édicter les lois ont été dotés de raison en plus grande part. En conséquence, votre sexe est mieux à même de montrer cette obéissance nécessaire à l'accomplissement des devoirs qui semblent lui être plus spécifiquement assignés. Votre sexe a besoin de notre raison pour sa conduite et de notre force pour sa protection. Le nôtre a besoin de votre gentillesse pour nous charmer et nous divertir. Il est tout à fait remarquable que, malgré cette pesante éducation, les femmes se soient tout de même rebellées. Les femmes révoltées ont toujours dû faire face à des obstacles particuliers. Vivant perpétuellement sous le regard de leur maître et isolées de leurs semblables, elles ne peuvent en outre profiter de la camaraderie quotidienne qui réconfortait tant les rebelles des autres groupes opprimés. Anne Hutchinson était une femme très croyante, mère de 13 enfants et experte en plantes médicinales. Au cours des premières années de la colonie de la baie du Massachusetts, elle affronta les autorités ecclésiastiques en affirmant que la Bible pouvait être interprétée individuellement, par elle comme par toute personne ordinaire. Excellente oratrice, elle organisait des réunions auxquelles se rendaient de plus en plus de femmes, et parfois même quelques hommes. Et bientôt, des groupes de 60 personnes et plus se rassemblèrent chez elle, à Boston, pour écouter les critiques qu'elle adressait aux ministres du culte locaux. John Winthrop, le gouverneur, la décrit comme une femme à l'allure fière et hautaine, d'une intelligence vive, d'un esprit actif et à la langue bien pendue, plus audacieuse qu'un homme, bien que possédant une raison et des facultés de compréhension inférieures à celles de bien des femmes. Anne Hutchinson fut doublement jugée, par l'Église pour hérésie et par le gouvernement pour avoir défié son autorité. Bien qu'enceinte et malade lors de son procès civil, les juges ne l'autorisèrent à s'asseoir que lorsqu'elle fut proche de l'évanouissement. Pour le procès religieux, à nouveau malade, elle fut interrogée durant 4 semaines et répondit à ses interrogateurs en témoignant d'une grande connaissance de la Bible et d'une éloquence remarquable. Elle se repentit finalement par écrit, mais ses juges ne furent pas vraiment satisfaits et affirmèrent que son attitude n'était pas repentante. Bannie de la colonie, elle partit pour le Rhode Island en 1638, suivie par 35 familles. Elle se rendit sur les rivages de Long Island, où des Indiens, à qui l'on avait confisqué leurs terres, la considérèrent comme une ennemie et la tuèrent avec toute sa famille. 20 ans plus tard, Mary Dyer, la seule personne ayant témoigné en sa faveur lors du procès qui fut revenu dans la colonie de la baie du Massachusetts, fut pendue par les autorités avec 2 autres Quakers pour rébellion, sédition et s'être mêlée de manière présomptueuse de ceux qui ne la regardaient pas. Il était rare que les femmes participent directement aux affaires publiques. Cependant, sur les frontières du Sud et de l'Ouest, les conditions étaient telles que cela pouvait occasionnellement arriver. Julia Spruill a découvert dans les plus anciennes archives de Géorgie l'histoire d'une certaine Mary Musgrove Matthews, fille d'une mère indienne et d'un père anglais, qui connaissait la langue creek et devint conseillère aux affaires indiennes du gouverneur de Géorgie, James Oglethorpe. Spruill révèle que, à mesure que les communautés s'enracinaient plus sûrement, les femmes se voyaient écartées de la vie publique et semblaient se comporter de manière plus timorée. On trouve même des femmes pour affirmer qu'il n'est pas dans la nature de leur sexe de raisonner profondément sur la politique des autorités. Pendant la Révolution, toujours selon Spruill, les nécessités de la guerre entraînèrent les femmes à s'intéresser aux affaires publiques.
Elles formèrent des groupes patriotiques, menèrent des actions anti-britanniques et écrivirent des articles sur l'indépendance. Elles participèrent activement aux campagnes contre le Tea Act. Fondant les Filles de la Liberté, elles boycottèrent les produits anglais et encouragèrent les femmes à fabriquer leurs propres vêtements et à n'acheter que des produits fabriqués en Amérique. En 1777, il y eut même une contrepartie féminine à la Tea Party de Boston, une Coffee Party, que relate Abigail Adams dans une lettre adressée à son mari, John Adams. Un marchand célèbre, riche et radin, et célibataire de surcroît, détenait un stock de café dans son magasin qu'il se refusait à vendre au comité à moins de 6 shillings la livre. Un certain nombre de femmes, une centaine selon les uns, plus selon les autres, se sont réunies et ont marché sur l'entrepôt avec une charrette et des coffres pour lui en demander les clés. Clés qu'il refusa de donner. Sur quoi l'une d'entre elles le saisit par le cou et le pousse dans la charrette. Comprenant qu'il ne peut rien faire, il finit par donner les clés, après quoi les femmes font basculer la charrette pour l'en faire sortir. Elles ont ensuite ouvert les portes de l'entrepôt et traîné elles-mêmes à l'extérieur le café dont elles ont rempli leur coffre avant de partir. Un grand attroupement d'hommes se tenait également là, parfaitement stupéfaits spectateurs silencieux de toute cette transaction. Certaines historiennes ont récemment fait remarquer que la contribution des femmes des classes laborieuses à la Révolution américaine a toujours été très largement passée sous silence, contrairement aux faits et gestes des si charmantes compagnes des chefs révolutionnaires, Dolly Madison, Martha Washington, Abigail Adams. En revanche, Margaret Corbin, surnommée Satanée Kate, Deborah Thompson Garnett et Molly Pitcher étaient, elles, de rudes représentantes des classes laborieuses, élevées au rang de femmes du monde par les historiens. Les femmes des classes les plus pauvres, qui, dans les dernières années de la guerre, rejoignirent les campements de l'armée révolutionnaire pour apporter leur soutien et même combattre, furent considérées plus tard comme des prostituées, alors que Martha Washington occupe une place de choix dans les manuels d'histoire pour avoir rendu visite à son mari au campement de Valley Forge. Lorsque l'opinion des femmes est évoquée, c'est presque toujours exclusivement au travers des écrits des plus privilégiés d'entre elles que leur statut autorisait à s'exprimer librement et qui avaient l'opportunité de voir leurs écrits circuler. Abigail Adams, avant même la déclaration d'indépendance en mars 1776, écrivait à son mari. Dans le nouvel ensemble de lois qu'il vous sera nécessaire d'édicter, je suppose, je souhaite que vous n'oubliez pas les femmes et que vous soyez plus généreux envers elles que ne l'ont été vos ancêtres. Ne confiez pas un pouvoir illimité au mari. Souvenez-vous que tous les hommes seraient des tyrans s'ils en avaient le pouvoir. Si un intérêt tout particulier n'est pas accordé aux dames, nous sommes déterminés à fomenter une rébellion, et nous ne nous sentirons pas tenus d'obéir à des lois qui ne représenteraient pas nos intérêts. Quoi qu'il en soit, Jefferson prononça, en marge de sa déclaration selon laquelle tous les hommes naissent égaux, ce jugement sur les femmes américaines. Elles sont trop sages pour laisser la politique plisser leur joli front. Enfin, après la Révolution, aucune des nouvelles constitutions d'État n'accorda le droit de vote aux femmes, excepté dans le New Jersey, qui abrogea finalement cette décision en 1807. Quant à la Constitution de New York, elle rejetait clairement sa population féminine en utilisant explicitement le qualificatif de masculin. Aux alentours de 1750, alors que près de 90% de la population blanche masculine était alphabétisée, 40% seulement des femmes savaient lire et écrire. Les femmes des classes laborieuses avaient peu de moyens de s'exprimer et encore moins de transmettre par écrit les sentiments de révolte qu'elles pouvaient éprouver devant cette sujétion. Non seulement elles s'occupaient de leurs nombreux enfants, mais elles travaillaient le plus souvent à domicile. À l'époque de la déclaration d'indépendance, 4000 femmes et enfants de Philadelphie filaient en sous-traitance à domicile pour le compte de manufactures locales. Les femmes étaient aussi commerçantes ou aubergistes et impliquées dans toutes sortes de négoces. Elles étaient également boulangères, ferblantières, brasseuses, tanneuses, cordières, bûcheronnes, imprimeuses, croque-morts, menuisières, saisonnières, etc. Pendant et après la Révolution, l'idée de l'égalité des femmes avait été assez largement discutée. Tom Paine se déclarait pour l'égalité des droits et l'ouvrage pionnier de l'écrivain anglais Mary Wollstonecraft
A Vindication of the Right of Woman, fut réimprimé aux États-Unis tout de suite après la guerre d'indépendance. Wollstonecraft répondait au conservateur anglais Edmund Burke, farouche adversaire de la Révolution française, qui avait écrit dans ses Réflexions on the Revolution in France qu'une femme n'est après tout qu'un animal et certes pas le plus élevé dans la hiérarchie des espèces. Wollstonecraft écrivait: Je veux persuader les femmes de se comporter de manière à acquérir de la force, aussi bien spirituelle que physique, et les convaincre que certaines expressions mielleuses telles que délicatesse de cœur, finesse de sentiment, raffinement du goût, sont en fait de quasi-synonymes de faiblesse. L'être qui inspire cette sorte d'affection charitable ne tarde pas à devenir l'objet du plus profond mépris. Je souhaite également démontrer que le premier but d'une ambition louable est de s'imposer en tant qu'être humain, quel que soit son sexe. Entre la Révolution et la guerre de sécession, tant de changements étaient intervenus dans la société américaine, croissance de la population, progression vers l'Ouest, développement industriel, extension des droits politiques de la population blanche masculine, évolution du système éducatif afin de répondre aux besoins économiques, que la condition des femmes américaines ne pouvait rester inchangée. Avant l'industrialisation de l'Amérique, la nécessité pratique d'accueillir des femmes dans les communautés vivant sur la frontière avait fini par imposer la mise en place de mesures plus ou moins égalitaires. Les femmes pouvaient y occuper des postes importants, y diriger des journaux, des tanneries, être aubergistes ou ouvrières qualifiées, etc. En outre, elles exerçaient un monopole dans certaines professions, celle de sage-femme en particulier. Nancy Cott évoque Martha Moore Ballard, fermière dans le Maine en 1795, qui pétrissait, brassait, saumurait les aliments, filait et cousait, fabriquait son propre savon et ses propres bougies, et, ayant fait office de sage-femme pendant 25 ans, avait accouché plus d'1 millier de bébés. En outre, comme l'éducation était dispensée au sein de la famille, les femmes tenaient un rôle tout particulier. Plusieurs dynamiques contraires étaient en jeu. En effet, si les femmes étaient désormais incitées à sortir de chez elles pour participer à l'industrialisation, la société exerçait néanmoins une certaine pression afin de les maintenir dans un cadre permettant d'en garder le contrôle. Le monde extérieur faisait irruption au sein du foyer, provoquait crainte et tension dans une société dominée par les hommes. Un contrôle idéologique devait donc venir se substituer à un contrôle domestique de moins en moins opérant. La notion de place des femmes, promue par les hommes, était en fait intériorisée par de nombreuses femmes. À mesure que l'économie se développait, les hommes s'imposèrent dans les emplois d'ouvriers artisans et de négociants. L'agressivité s'affirma comme un trait spécifiquement masculin. Les femmes, en revanche, précisément parce que nombre d'entre elles commençaient à investir le dangereux monde extérieur, étaient censées être passives. Dans les milieux aisés et la petite bourgeoisie d'abord, puis comme toujours dans les classes défavorisées, les modes vestimentaires évoluaient elles aussi, et le poids des vêtements féminins, les corsets et jupons divers, signalaient clairement l'exclusion des femmes du monde actif. L'Église, l'école et la famille furent chargées de véhiculer un certain nombre d'idées concernant la place des femmes au moment même où la dite place devenait de plus en plus floue. Barbara Walter, dans Dignity Conviction, a su montrer combien avait été puissant, dans les années 1820, le culte de la vraie féminité. Les femmes se devaient d'être pieuses. Un homme écrivait d'ailleurs dans le magazine The Ladies' Repository: La religion est exactement ce dont une femme a besoin, car elle lui donne cette dignité qui sied si bien à sa dépendance. Madame John Stanford, dans son livre intitulé Woman in Her Social and Domestic Character, écrivait également que la religion est exactement ce dont la femme a besoin. Sans elle, la femme est perpétuellement inquiète ou malheureuse. La pureté sexuelle était la vertu spécifique des femmes. S'il était compréhensible que les hommes, du fait de leur constitution biologique, puissent pécher, la femme, elle, ne devait jamais rendre les armes. Un auteur masculin ne les prévenait-il pas? Si vous le faites, vous resterez confiné dans une tristesse muette à vous lamenter intérieurement sur votre crédulité, votre sottise, votre duplicité et votre prostitution précoce.
De son côté, une femme avertissait ses semblables des terribles problèmes qu'elle aurait à affronter si elle se montrait follement imprudente. Le dressage commençait très tôt, dès l'adolescence. L'obéissance préparait la jeune fille à se soumettre au premier compagnon qui lui serait destiné. Selon Barbara Walter, le raisonnement s'appuie sur deux mouvements simultanés. La femme américaine était censée être si parfaitement aimable et séduisante qu'un homme digne de ce nom, mis en sa présence, pourrait difficilement garder son sang-froid. En outre, cette même jeune fille, sur le point de s'extraire du cocon protecteur de la famille, est si possédée d'une affection pour l'heure sans objet défini et si habitée de tendres sentiments qu'elle aimera la première personne qu'elle rencontrera. Tandis qu'elle sort à peine du véritable songe d'une nuit d'été qu'a été son adolescence, il est du devoir de sa famille et de la société de tout faire pour que son premier regard tombe sur un parti convenable et non sur un quelconque clown écervelé. Cette tâche est menée à bien par l'application de mesures restrictives telles que le choix, selon des critères de sexe et ou de classe, d'école, de cours de danse, de voyage ou tout autre mode de contrôle extérieur. On exige de la jeune fille qu'elle obéisse d'elle-même. Cette combinaison produit un genre de ceinture de chasteté sociale dont la jeune fille ne se libère que lorsque le partenaire conjugal adéquat paraît et que l'adolescence est officiellement achevée. Lorsqu'en 1851, dans sa revue féministe, Amelia Bloomer conseilla aux femmes de porter un certain type de jupe et de culottes courtes pour se libérer des encombrantes robes traditionnelles, sa proposition fut immédiatement attaquée dans la littérature féminine populaire. Une de ces historiettes nous montre une jeune admiratrice du costume, Bloomer, se faire rabrouer par son professeur sous prétexte qu'il n'est que l'une des nombreuses manifestations de cet esprit furieux de socialisme et de radicalisme agraire actuellement si répandu dans notre pays. On peut lire dans le Young Lady's Book de 1830 que, quelle que soit la situation dans laquelle une femme peut se trouver entre le berceau et la tombe, elle doit faire montre d'obéissance et de soumission, ainsi que d'un tempérament conciliant et d'un esprit humble. Une femme écrivit en 1850 dans un ouvrage intitulé Greenwood Leaves. La véritable nature féminine est toujours d'être timide, hésitante et étroitement dépendante comme dans une perpétuelle enfance. Un autre livre, Recollection of Southern Matron, raconte: si une des attitudes de mon mari me chagrinait, je lui en parlais une ou deux fois calmement et finalement la supportais patiemment. En proposant aux femmes des règles pour le bonheur conjugal et domestique, un autre livre se concluait sur le conseil suivant: n'en espérez pas trop. Le travail de la femme était de rendre le foyer accueillant, d'être la gardienne de la religion, de s'occuper des enfants, de faire la cuisine, le ménage, la couture et d'arranger les fleurs. Une femme ne devait pas se livrer exagérément à la lecture et certains livres devaient même être soigneusement évités. Lorsque Harriet Martineau, une réformatrice des années 1830, écrivit Society in America, un critique conseilla qu'on en éloignât les femmes. Une telle lecture les écarterait de leur vraie place et de leur vrai rôle, et elle jetterait une fois de plus la confusion dans les affaires du monde. Un sermon fait à New York en 1808 s'émerveillait de l'intérêt et de l'importance des devoirs de la femme en tant qu'épouse. Conseillère et amie de son mari, quotidiennement vouée à alléger ses soucis, consoler sa peine et accroître son plaisir. Cette femme, qui, tel un ange gardien, veille sur ses intérêts, le prévient contre les dangers, le réconforte dans l'adversité et, par son comportement pieux, assidu et aimable, s'attache constamment à le rendre plus vertueux, plus utile, plus digne et plus heureux. Étant donné leur importance dans l'éducation des enfants, on demandait également aux femmes d'être patriotes. Un magazine féminin décernait un prix à celle qui écrirait le meilleur article sur la manière dont une femme américaine peut le mieux faire preuve de son patriotisme. Dans The Bones of Womanhood, Nancy Cott nous rappelle que dans les années 1820 et 1830, on avait pu assister à une recrudescence des romans, poèmes, essais, sermons et manuels sur la famille, les enfants et le rôle des femmes.
le monde extérieur devenait plus dur, plus compétitif et plus exigeant. En un certain sens, le foyer cristallisait une certaine nostalgie d'un passé fantasmé, un refuge contre la réalité immédiate. Considérer l'économie nouvelle comme un aspect de la vie parmi d'autres avec, toujours, le cercle familial comme refuge, permit peut-être de mieux l'accepter. En 1819, une femme pieuse écrivait « L'atmosphère du monde est empoisonnée. Il vous faut porter avec vous un antidote ou l'infection s'avérera fatale. » Tout cela, selon Cotte, n'avait pas pour but de s'opposer au monde du commerce, de l'industrie, de la compétition et du capitalisme, mais de les rendre plus acceptables. Le culte de la fonction domestique des femmes visait à leur faire accepter le principe du séparé mais égal, en conférant à leur travail une importance égale à celui des hommes, mais séparé et différent. Cette égalité présentait néanmoins une spécificité intrinsèque. Les femmes ne choisissaient pas leurs compagnons, et après leur mariage, leur vie était toute tracée. Une jeune fille écrivait en 1791 « Le jour est sur le point d'être fixé qui décidera de mon bonheur ou mon malheur futur. J'ai toujours envisagé cet événement avec à peu près la même solennité que celui qui mettra fin à mon existence. » Le mariage enchaîné. Les enfants venaient ajouter au fer. L'idée de donner bientôt naissance à mon troisième enfant et les tâches qui de ce fait m'attendent me dépriment tant que j'ai le sentiment de couler, reconnaissait une femme en 1813. Ce désarroi s'allégeait à la pensée qu'un rôle important était confié aux femmes, inculquer à leurs enfants les valeurs morales de l'empire sur soi et de l'avancement par l'excellence individuelle plutôt que par l'action collective. La nouvelle idéologie produisit ses fruits et permit de garantir la stabilité requise par une économie en pleine croissance. Mais l'existence de cette idéologie prouve également que d'autres forces, difficilement contenues, étaient à l'œuvre. En outre, cantonner les femmes dans leur propre sphère impliquait le risque qu'elles profitent de ce temps et de cet espace pour travailler à l'émergence d'un autre genre de vie. Le culte de la vraie féminité ne suffisait pas à dissimuler les signes évidents du statut inférieur de la femme. Elle ne pouvait pas voter, elle ne possédait rien en propre. Lorsqu'elle travaillait, son salaire était, à travail identique, le quart ou la moitié de celui d'un homme. Les femmes étaient par ailleurs exclues des professions juridiques et médicales, des collèges et du ministère religieux. Placer toutes les femmes dans la même catégorie, en leur donnant à toutes la même sphère domestique à organiser, revenait à mettre en place une classification dont le critère était le sexe, qui, comme l'indique Nancy Cott, brouillait les distinctions de classe. Néanmoins, les questions de classe continuaient à travailler la société. En 1789, Samuel Slater avait introduit la filature industrielle en Nouvelle-Angleterre. Il existait depuis une véritable demande pour le travail des jeunes filles dans cette industrie. En 1814, le métier à tisser mécanique fut introduit à Waltham, Massachusetts, et toutes les opérations qui transformaient le coton en vêtements se déroulaient désormais sous un même toit. Les nouvelles usines textiles se multiplièrent rapidement. 80 à 90% de leur personnel était constitué de femmes dont la plupart avaient entre 15 et 30 ans. Quelques-unes des premières grèves industrielles eurent lieu, dans les années 1830, dans ces filatures. Eleanor Flexner, entre parenthèses, A Century of Struggle, présente un certain nombre de données chiffrées qui peuvent expliquer ce phénomène. En 1836, le salaire quotidien moyen des femmes était inférieur à 37,5 cents. Des milliers d'entre elles ne gagnaient que 25 cents pour des journées de 12 à 16 heures. C'est à Pawtucket, Rhode Island, qu'éclata, en 1824, la première grève connue d'ouvrières. 202 femmes se joignirent aux hommes dans leur protestation contre les baisses de salaire et l'allongement du temps de travail. Cependant, elles tenaient des réunions séparées. 4 ans plus tard, à Dover, New Hampshire, seules les femmes firent la grève. En 1834, à Lowell, Massachusetts, lorsqu'une jeune femme fut licenciée, les autres femmes abandonnèrent leurs machines et l'une d'entre elles, montée sur la pompe à eau municipale, fit ce qu'un compte rendu de l'événement paru dans la presse appelle un discours enflammé à la Mary Wollstonecraft sur les droits des femmes et les injustices de l'aristocratie nantie, qui produisit un puissant effet sur les auditrices qui décidèrent de suivre leur propre voie, dussent-elles en mourir.
Le journal intime d'un habitant de Chicopee, Massachusetts, relate avec acrimonie un événement survenu le 2 mai 1843 dans cette ville. Grand chambardement chez les filles. Après le repas du matin, un défilé, avec à sa tête un rideau peinturluré en guise de bannière, a fait le tour de la place. 16 au premier tour, elles étaient une quarantaine lorsqu'elles sont repassées. Encore un petit tour et les filles se sont dispersées. Après le déjeuner, elles se ruèrent au nombre de 42 vers Cabot. Elles déambulaient dans les rues sans souci de leur réputation. Dans les années 1840, il y eut d'autres grèves dans de nombreuses villes qui, bien que plus sérieusement organisées que ces premiers rassemblements de Nouvelle-Angleterre, ne remportèrent que peu de succès. Une succession de grèves dans les usines de l'Allegheny, près de Pittsburgh, exigeait des journées plus courtes. À plusieurs reprises, au cours de ces grèves, des femmes armées de bâtons et de pierres enfoncèrent les portails de certaines filatures et arrêtèrent les machines. Catherine Beecher, une réformatrice contemporaine de ces événements, décrivait ainsi le système industriel. Permettez-moi à présent de présenter ce que j'ai pu apprendre par mes observations ou mes enquêtes sur le terrain. Je me trouvais là-bas au milieu de l'hiver et tous les matins j'étais réveillé par les cloches qui appellent les gens au travail. On a si peu de temps pour se vêtir et déjeuner que ces deux activités ne peuvent se faire qu'à toute vitesse. Ensuite, le travail à l'usine commençait à la lumière des lampes et se poursuivait sans interruption jusqu'à midi, et la plupart du temps debout. Puis une demi-heure seulement pour déjeuner, dont était décompté le temps de l'aller et retour. Retour à l'usine et travail jusqu'à 19 heures. Il faut rappeler que tout le temps de travail se déroule dans des pièces éclairées à la lampe à huile, abritant de 40 à 80 personnes dans une atmosphère malsaine, où l'air se charge des particules de coton rejetées par des milliers de cardeuses, de fuseaux et de métiers à tisser. Et la vie des femmes de la haute société. Une Anglaise, Frances Trollope, apporte son témoignage dans un livre intitulé « Domestic Manners of the American ». Qu'il me soit permis de décrire la journée d'une dame de la bonne société de Philadelphie. Cette dame sera la femme d'un sénateur, par ailleurs juriste de la meilleure réputation. Elle se réveille et sa première heure est entièrement consacrée à l'arrangement scrupuleux de son habillement. Elle descend à son salon, parfaite, digne et silencieuse. Son petit déjeuner lui est servi par son valet de pied, un affranchi noir. Elle mange son jambon grillé, son poisson salé et boit son café en silence, tandis que son mari lit un journal et en glisse un autre sous son coude. Ensuite, peut-être, elle nettoie les tasses et les soucoupes. Elle demande son attelage pour 11 heures. Jusque-là, elle se trouve à la cuisine, vêtue d'un tablier d'un blanc éclatant afin de protéger sa robe de soie grise. 20 minutes avant que son attelage ne fasse son apparition, elle se retire dans ses appartements, comme elle dit. Elle ôte et plie soigneusement son tablier, toujours aussi blanc, lisse sa jolie robe et met son élégant chapeau à bride. Puis elle descend les escaliers au moment juste où son cocher, un affranchi noir, annonce à son valet de pied, un affranchi noir, que l'attelage est prêt. Elle y monte et commande. « Conduisez-moi à la Dorcas Society ». À Lowell, l'association pour la réforme du travail des femmes fit imprimer des tracts. Le premier titré « La vie à l'usine telle qu'elle est par une ouvrière » compare les femmes dans les filatures à des esclaves, ni plus ni moins, et dans tous les sens du terme. Des esclaves d'un système de travail qui exige d'elles de trimer de 5 heures à 19 heures, avec seulement une petite heure pour satisfaire aux besoins naturels. Des esclaves, des desiderata et des exigences des pouvoirs en place. En 1845, on pouvait lire dans le Sun de New York l'avis suivant. Assemblée générale de jeunes femmes. On nous demande d'attirer l'attention des jeunes travailleuses de la ville sur la réunion qui aura lieu au parc cet après-midi à 14 heures. On nous demande également d'en appeler à la galanterie des hommes de cette ville et de leur demander respectueusement de ne pas être présents lors de cette réunion, car celles à l'intention desquelles elle est organisée préfèrent délibérer entre elles. À peu près à la même époque, le Herald de New York informait que 700 femmes, généralement d'apparence et de statut des plus intéressants, s'étaient réunies dans l'intention de remédier au tort et à l'oppression dont elles étaient victimes dans leur travail. Le Herald continuait en affirmant qu'il doutait sérieusement que cela apporte quelques améliorations que ce soit dans le travail des femmes, toute forme de coalition ne menant à rien. Le titre du livre de Nancy Cott,
The Bones of Womanhood, reflète parfaitement sa double lecture de ce que vivaient les femmes au début du XIXe siècle. Prises dans le piège de la nouvelle idéologie et de la sphère domestique féminine, et en même temps contraintes de travailler en usine ou dans les professions libérales où elles se confrontaient à une autre sorte d'oppression. D'un autre côté, ces conditions mêmes provoquaient une prise de conscience collective de leurs conditions et forgeaient entre elles des liens de solidarité. Les femmes de la petite bourgeoisie, exclues de l'enseignement supérieur, commencèrent à monopoliser les postes dans l'enseignement primaire. Professeurs, elles lisaient plus et communiquaient davantage, et l'éducation elle-même venait se confronter aux anciens modes de pensée. Elles se mirent à écrire dans les revues et les journaux, et créèrent même des magazines féminins. Le pourcentage d'alphabétisation chez les femmes doubla entre 1780 et 1840. Les femmes s'investirent également dans les réformes de santé. Elles organisèrent des mouvements pour combattre le système du type deux poids deux mesures dans le comportement sexuel et pour s'opposer à la répression des prostituées. Parfois même, elles se regroupaient dans le cadre d'associations religieuses. Les plus audacieuses d'entre elles se joignaient au mouvement anti-esclavagiste. Ainsi, dans les années 1840, à l'époque où un activisme ouvertement féministe prenait son essor, on pouvait trouver parmi les femmes des organisatrices, des militantes et des oratrices talentueuses. Lorsque Emma Willard s'adressa en 1819 à la législature de New York sur le sujet de l'éducation des femmes, elle contredisait radicalement Thomas Jefferson qui, dans une lettre rédigée un an plus tôt, suggérait que les femmes ne devraient pas lire les romans, qui sont autant de ramassis d'insanité, sauf rares exceptions. Pour le même genre de raison, la poésie devrait également être bannie, déclarait-il encore. Selon lui, l'éducation des femmes devait se cantonner au plaisir et agrément de la vie, agrément qui, en ce qui concerne les femmes, se limite à la danse, au dessin et à la musique. Emma Willard déclarait au contraire que l'éducation des femmes avait été trop longtemps exclusivement dirigée de manière à satisfaire les hommes et à mettre en avant les charmes de la jeunesse et de la beauté. Selon elle, le problème était que la satisfaction du goût des hommes, quel qu'il puisse être, s'était imposé comme l'objectif même de la formation du caractère des femmes. La raison et la religion nous apprennent, continue-t-elle, que nous avons nous aussi une existence autonome et que nous ne sommes pas de simples satellites des hommes. En 1821, Emma Willard fonda le Séminaire des femmes de Troyes, la première institution officielle reconnue d'enseignement pour jeunes filles. Elle témoigna plus tard de la façon dont elle avait rendu furieux ses contemporains en enseignant la constitution du corps humain à ses élèves. Certaines mères, visitant une classe du séminaire au début des années 1830, furent si choquées de voir une jeune élève dessiner un cœur, des artères et des veines sur un tableau, dans le but d'expliquer la circulation du sang, qu'elles quittèrent la classe honteuses et scandalisées. Pour respecter la pudeur des jeunes filles et leur éviter une agitation trop fréquente, du papier mat était néanmoins collé sur les pages des manuels figurant le corps humain. Les femmes durent lutter pour intégrer les écoles professionnelles réservées aux hommes. Harriet Hunt, une doctoresse qui commença à pratiquer en 1835, se vit refuser 2 fois l'admission à l'école de médecine de Harvard. Elle continua néanmoins à pratiquer, au moins au service des femmes et des enfants. Elle croyait fermement au régime alimentaire équilibré, à l'exercice et à l'hygiène tant physique que mentale. En 1843, Hunt créa également une société féminine de physiologie où elle donnait des conférences mensuelles. Restée célibataire, elle défiait, dans ce domaine aussi, les conventions établies. Une autre femme de première envergure, Elizabeth Blackwell, obtint son diplôme de médecin en 1849, après avoir essuyé de nombreuses rebuffades. Finalement admise au Genova College, elle mit alors sur pied le dispensaire pour femmes et enfants pauvres de New York, afin de donner aux femmes pauvres la possibilité de consulter des médecins de leur sexe. Dans le premier rapport annuel du dispensaire, elle écrivait « Ma première consultation médicale fut une curieuse expérience. Dans un cas grave de pneumonie chez une femme âgée, j'avais appelé un médecin charitable d'excellente réputation pour qu'il me conseille. Ce gentleman, après avoir observé la patiente, retourna avec moi au salon. Là, il commença à arpenter nerveusement la pièce, en tous sens, s'exclamant « C'est extraordinaire. Cela ne m'est jamais arrivé auparavant. Je ne sais vraiment pas quoi faire. »
J'étais à la fois stupéfaite et perplexe, car il s'agissait après tout très clairement d'une pneumonie dont la gravité n'était pas exceptionnelle. Enfin, je m'aperçus que sa nervosité me concernait, moi, et non la patiente. Il ne supportait pas de consulter en compagnie d'une femme médecin. L'Oberlin College fut l'un des premiers à admettre des femmes. Cependant, la première femme à y être admise en cours de théologie, Antoinette Brown, diplômée en 1850, s'aperçut que son nom avait été effacé de la liste des élèves de la classe. L'Oberlin College trouva encore, en Lucy Stone, une résistante de premier ordre. Très active dans les mouvements pacifistes et anti-esclavagistes, Lucy Stone enseignait aux étudiants de couleur et organisait des clubs de débat pour les jeunes filles. Elle fut choisie pour rédiger le discours de remise des diplômes. Lorsqu'elle apprit qu'il devrait obligatoirement être lu par un homme, elle refusa de l'écrire. En 1847, Lucy Stone commença à donner des conférences sur les droits des femmes dans une église de Gardner, Massachusetts, où son frère officiait. Elle était minuscule, pesait à peine 45 kilos, était une formidable oratrice. Lors de ses conférences pour la Société américaine contre l'esclavage, elle fut plusieurs fois aspergée d'eau, assommée par les livres qu'on lui jetait à la tête et agressée par la foule. Lorsqu'elle épousa Henry Blackwell, ils déclamèrent, en joignant leurs mains, le texte suivant. « En ce moment où nous déclarons notre affection mutuelle, tout en acceptant les relations qui unissent mari et femme, nous estimons de notre devoir d'affirmer que cet acte n'implique de notre part ni ces promesses d'obéissance volontaire, ni les sanctions en cas de désobéissance inscrites dans les lois du mariage en vigueur. Ces lois qui nient la femme en tant qu'être indépendant et rationnel, alors qu'elles confèrent au mari une supériorité aussi blessante que peu naturelle. » Lucy Stone fut également l'une des premières femmes à refuser d'abandonner son nom après le mariage. Lorsqu'elle refusa de payer ses impôts parce qu'elle n'était pas représentée légitimement au gouvernement, l'administration se saisit de tout ce qu'elle possédait jusqu'au berceau de son bébé. Après qu'Amelia Bloomer, directrice de la poste dans un petit village de l'État de New York, eut contribué à développer le port de la culotte bouffante, les féministes militantes l'adoptèrent en remplacement de l'antique corset à baleine et des gaines et jupons en tout genre. Elizabeth Cady Stanton, une des leaders féministes de l'époque, raconte comment elle vit pour la première fois une de ses cousines porter une jupe-culotte. Voir ma cousine, avec une lampe dans une main et un bébé dans l'autre, monter les escaliers avec grâce et aisance, alors que dans mon encombrante robe je me hissais avec difficulté, sans parler de porter une lampe et un bébé, m'a rapidement convaincu qu'il y avait un besoin pressant de réformer le costume féminin. Je commandai aussitôt un vêtement identique. Après s'être investi dans divers mouvements réformistes, ligue de tempérance, anti-esclavagisme, habitudes vestimentaires et conditions carcérales, les femmes se tournèrent avec audace et expérience sur leurs propres conditions. Angelina Grimke, une blanche du Sud qui devint une redoutable oratrice et organisatrice de la lutte contre l'esclavage, pensait que ce mouvement devait aller plus loin. Exigeons d'abord de la nation qu'elle sorte des millions d'esclaves des deux sexes de la fange et reconnaisse en eux des êtres humains. Ensuite, il sera plus facile de relever de terre des millions de femmes afin qu'elles se tiennent debout. En d'autres termes, afin de faire qu'elles passent de l'état de nourrisson à celui de femme. Margaret Fuller fut peut-être l'intellectuelle la plus marquante parmi les féministes. Dans son livre « Woman in the 19th Century », elle prend comme point de départ sa certitude qu'il existe chez les hommes le même genre d'appréhension vis-à-vis des femmes que vis-à-vis des esclaves. Et il faudra que tous les obstacles de l'arbitraire soient renversés. Nous devrons faire en sorte que toutes les voies soient aussi ouvertes à la femme qu'à l'homme. Ce dont la femme a besoin, ce n'est pas d'agir et diriger en tant que femme, mais de s'épanouir en tant qu'être vivant, de raisonner en tant qu'intelligence et, en tant qu'esprit, de vivre librement et sans entrave. Pour cela, il fallait falloir surmonter un grand nombre d'obstacles. L'un des écrivains les plus populaires du XIXe siècle, le révérend John Todd. Il prévenait les jeunes garçons contre les dangers de la masturbation qui détériorent gravement le cerveau, écrivait au sujet des nouvelles modes vestimentaires. Certaines femmes ont tenté de devenir à moitié des hommes en portant les robes Bloomer. Je puis vous dire en un mot pourquoi cela ne se pourra pas.
pour la simple raison que la femme, parée et drapée dans sa robe, est belle. Elle marche avec grâce. Lorsqu'elle essaie de courir, le charme s'envole. Enlevez-leur leur robe et faites-leur porter ces pantalons qui dévoilent leurs membres, et grâce et mystère disparaissent. Dans les années 1830, une circulaire pastorale rédigée par l'Association générale des ministres du culte du Massachusetts ordonnait aux officiants d'interdire à la femme de s'exprimer en chair. Lorsqu'elle prend la place et le ton d'un homme, nous nous mettons nous-mêmes en position de défense vis-à-vis d'elle. Sarah Grimke, la sœur d'Angelina, écrivit en réponse à cette circulaire une série d'articles réunis sous le titre de « Lettres sur la condition féminine et sur l'égalité entre les sexes ». Pendant la première partie de ma vie, écrit-elle, j'ai évolué dans le monde papillonnant de la société mondaine. Les femmes de ce milieu, je suis obligé de le dire, à la fois par observation et par expérience, ont reçu une éducation tristement déficiente. On leur apprend à considérer le mariage comme la seule chose indispensable, la voie unique vers l'excellence. Sarah Grimke affirmait également « Je ne demande aucune faveur particulière pour mon sexe. Je n'abandonnerai pas notre revendication d'égalité. Tout ce que je demande à nos frères, c'est qu'ils lèvent le pied de dessus nos têtes et qu'ils nous permettent de nous tenir debout sur la terre que Dieu nous a, à nous aussi, confiée. Il est parfaitement clair à mes yeux que tout ce qu'un homme a moralement le droit de faire, la femme y est également autorisée. » Si l'écriture de Sarah était puissante, Angelina était une oratrice inspirée. Il lui arriva de discourir 6 nuits de suite à la Boston Opera House. Un compagnon abolitionniste bien intentionné qui lui conseillait de ne pas trop mettre en avant le sujet de l'égalité sexuelle tant il exaspérait les esprits et ne pouvait que faire du tort à la campagne en faveur de l'abolition de l'esclavage, Angelina répondit « Nous ne pouvons soutenir l'abolition de toute notre volonté que si nous écartons les obstacles qui se dressent sur notre route. Si nous abandonnons le droit de parler cette année, il nous faudra faire de même pour le droit de pétitionner l'an prochain et pour le droit d'écrire l'année suivante, etc. Que pourra faire la femme dès lors pour apporter son secours aux esclaves si elle se trouve elle-même à genoux et réduite au silence par l'homme ?» Angelina fut la première femme à s'exprimer, en 1838, devant un comité de la législature du Massachusetts pour défendre les pétitions sur l'abolition. Elle raconta plus tard qu'elle était près de s'évanouir tant ses sentiments étaient violents. Son discours attira une foule nombreuse et un représentant de Salem proposa qu'un comité soit constitué pour examiner les fondations du bâtiment accueillant le Parlement du Massachusetts afin de déterminer s'il pourrait supporter un autre discours de mademoiselle Grimke. S'exprimer sur des questions diverses préparait donc à s'exprimer sur la condition féminine elle-même. En 1843, Dorothea Dix fit un discours devant la même législature pour témoigner de ce qu'elle avait vu dans les prisons et les hospices de la région de Boston. « Je dis ce que j'ai vu, aussi pénible et choquant que cela puisse être. J'en profite, chers messieurs, pour attirer brièvement votre attention sur l'état actuel des personnes démentes qui sont détenues dans nos établissements, en cage, dans des réduits, des caves, des étables ou bien encore des enclos, enchaînées, nues, battues à coups de verge ou fouettées pour mieux obtenir leur obéissance. » Frances Wright était écrivain et fondatrice d'une communauté utopiste. Émigrée d'Écosse en 1824 et fervente militante anti-esclavagiste, favorable au contrôle des naissances et à la liberté sexuelle, elle exigeait un enseignement gratuit pour tous les enfants de plus de 2 ans dans le cadre d'écoles publiques financées par les États. Elle exprimait aux États-Unis ce que le socialiste utopiste Charles Fourier avait déjà dit en France, à savoir que le progrès de la civilisation reposait sur celui de la femme. Frances Wright écrivait donc « Je prétends que, jusqu'à ce que la femme assume dans la société la place que le bon sens aussi bien que les bons sentiments lui assignent, l'humanité ne fera que des progrès misérables. Les hommes s'élèveront ou tomberont toujours en même temps que l'autre sexe. Ne les laissons pas imaginer qu'ils savent quoi que ce soit des plaisirs que les relations avec l'autre sexe peuvent offrir tant qu'ils n'auront pas connu la communion des esprits et des cœurs. Tant qu'ils n'apporteront pas dans cette relation toute l'affection, tout le talent, toute la confiance, toute la délicatesse et tout le respect dont ils sont capables. Tant que la domination ne sera pas éradiquée chez l'un au même titre que la peur et la soumission chez l'autre, et que le droit naturel ne sera pas restauré chez tous deux, c'est-à-dire l'égalité.
Les femmes se sont énormément investies dans les ligues anti-esclavagistes partout à travers le pays, réunissant des milliers de pétitions adressées au Congrès. Dans A Century of Struggle, Eleanor Flexner écrit « Aujourd'hui, d'innombrables documents des archives nationales de Washington apportent le témoignage de ce travail harassant et anonyme. Les pétitions sont jaunies par le temps et tombent en poussière. Collées les unes aux autres, page à page, couvertes de taches d'encre, elles présentent des signatures irrégulières et parfois raturées par ceux qui pensaient craintivement qu'il valait mieux ne pas faire ce geste audacieux. Elles portent également le sigle des sociétés féminines anti-esclavagistes qui s'étendaient de la Nouvelle-Angleterre à l'Ohio. Au cours de ce chapitre, on a souvent présenté le mouvement des femmes en faveur de leur propre droit à l'égalité comme allant de pair avec le mouvement anti-esclavagiste. En 1840, une convention mondiale contre l'esclavage se réunit à Londres. Après un débat houleux, il fut décidé d'en exclure les femmes, qui furent néanmoins autorisées à assister aux réunions, dissimulées derrière un rideau. Les femmes investirent donc silencieusement la galerie en signe de protestation, et William Lloyd Garrison, un abolitionniste qui combattait également pour les droits des femmes, vint prendre place à leur côté. C'est à cette époque qu'Elizabeth Cady Stanton rencontra, entre autres, Lucretia Mott et commença à jeter les bases de la première convention pour les droits de la femme. Cela se déroulait à Seneca Falls, État de New York, où vivait Elizabeth Cady Stanton, mère de famille et maîtresse de maison révoltée contre sa condition. Elle déclarait « Une femme n'est rien, une épouse est tout ». Elle écrivit également plus tard « Je comprends aujourd'hui parfaitement les difficultés pratiques auxquelles les femmes sont confrontées dans l'isolement de leur foyer et leur incapacité à s'épanouir pleinement quand, pour tout contact, elles n'ont tout au long de leur vie que la domesticité et les enfants. Le mécontentement général que je ressentais en songeant au rôle des femmes en tant qu'épouse, mère, maîtresse de maison, gouvernante et guide spirituel. Le chaos dans lequel tout sombre si elles n'y prêtent pas attention, et l'aspect inquiet et las de la majorité des femmes m'emplissait du vif sentiment qu'il fallait prendre des mesures effectives pour remédier aux maux de la société en général et à ceux des femmes en particulier. Mon expérience lors de la Convention mondiale contre l'esclavage, tout ce que j'avais lu sur le statut légal des femmes et l'oppression que je constatais partout ne cessait pas de hanter mon esprit. Je ne savais quoi faire, ni par où commencer. Ma seule idée fut de tenir une assemblée afin de protester et de discuter de tous ces problèmes. Une annonce fut publiée dans le Seneca County Courier, convoquant une assemblée afin de discuter des droits de la femme les 19 et 20 juillet 1840. 300 femmes et quelques hommes s'y rendirent. Une déclaration de principe fut signée à la fin de la réunion par 68 femmes et 32 hommes. Elle reprenait les termes mêmes et la rhétorique de la déclaration d'indépendance. Lorsque, dans le cours des événements humains, une fraction de la famille humaine se voit dans la nécessité d'assumer, parmi les peuples de la terre, une position différente de celle qu'elle avait occupée jusqu'alors, nous tenons ces vérités pour évidentes par elles-mêmes. Que tous les hommes et les femmes naissent égaux, que le Créateur les a dotés de certains droits inaliénables, parmi lesquels la vie, la liberté et la recherche du bonheur. L'histoire de l'humanité est une histoire d'injustice et d'usurpation, faite à la femme par l'homme, ayant toute pour direct objet de lui imposer une tyrannie absolue. Afin de le prouver, il suffit de soumettre les faits au jugement d'un monde impartial. Vient alors une liste de griffes. Absence de droit de vote, de droits concernant les salaires ou les biens, de droits en cas de divorce, pas d'égalité des chances devant l'emploi, exclusion des collèges, et pour finir, une déclaration accusant l'homme d'avoir fait en sorte de détruire par tous les moyens possibles la confiance de la femme en ses propres capacités, de minimiser le respect qu'elle pouvait se porter à elle-même, et de faire qu'elle souhaite continuer de mener une vie abjecte et dépendante. Puis, à nouveau, une série de résolutions parmi lesquelles toute loi qui empêcherait les femmes d'occuper telle situation dans la société que sa conscience lui indiquera ou la placerait dans une situation d'infériorité vis-à-vis de l'homme sont contraires aux grands préceptes de la nature et n'ont, en conséquence, aucune autorité sur elle.
Toute une série de conventions féministes eurent lieu dans différents endroits du pays après celle de Seneca Falls. Au cours de l'une d'entre elles, en 1851, une vieille femme noire, née esclave à New York, grande, mince, portant une robe grise et un turban blanc, écoutait attentivement quelques hommes blancs qui dominaient les débats. Il s'agissait de Sojourner Truth. Elle se leva pour exprimer à la fois l'indignation de sa race et celle de son sexe. « Cet homme là-bas dit que les femmes ont besoin qu'on les aide à monter dans leur attelage, qu'on leur évite de marcher dans les saletés. Moi, personne ne m'aide jamais à monter dans un attelage, ni n'essaie de m'éviter de marcher dans la boue, ni ne me donne la meilleure place. Pourtant ne suis-je pas une femme ? Regardez mon bras. J'ai labouré, planté, engrangé, et aucun homme ne me surpasse à cela. Pourtant, ne suis-je pas une femme ? Je peux travailler et manger autant qu'un homme, quand c'est possible, et porter le fouet aussi bien que lui. Pourtant, ne suis-je pas une femme ? J'ai eu 13 enfants, dont la plupart ont été vendus comme esclaves, et lorsque je m'effondrais en larmes en pensant à eux, personne, excepté Jésus, ne m'entendait. Pourtant, ne suis-je pas une femme ? C'est ainsi que les femmes, dans les années 1830-1850, commencèrent à résister à ceux qui voulaient les garder dans la sphère domestique. Elles participèrent à des mouvements de toutes sortes, pour les prisonniers, les malades mentaux, les esclaves noirs, etc., ainsi que pour leurs propres droits. Au beau milieu de ces mouvements explosèrent alors, sur l'impulsion du gouvernement et avec l'autorité de l'argent, une quête de terres supplémentaires et une volonté irrépressible d'expansion nationale.